Bonjour tout le monde, nous allons essayer de poursuivre notre cours sur les bryophytes. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie. Donc, au niveau de la première partie, nous avons vu les caractères généraux des bryophytes au sens large et on a aussi euh, vu que ce groupe de plantes, c'est un groupe qui a commencé à coloniser la surface terrestre. D'où euh, la notion que ce groupe de plantes, ce groupe végétal, pour c'est-à-dire sa survie, il a besoin d'une très grande quantité d'eau. Même pour la fécondation et pour sa reproduction, il a besoin de l'eau du milieu extérieur. Donc, nous allons voir aujourd'hui les différents groupes appartenant aux bryophytes au sens large. Le premier groupe, ce sont les marchantiophytes ou bien les hépatiques. Donc, comme caractères généraux, on peut déduire que ce sont des plantes de petite taille, sans racines ni système vasculaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un véritable système de vascularisation, un système ou un tissu conducteur. Leur appareil végétatif se présente sous la forme d'une lame, une tale. Les feuilles peuvent être extrêmement petites. Elles ne portent pas de bourgeons à leurs essais. Donc, elles ne correspondent pas à de vraies feuilles. Ils présentent souvent un aplatissement dorsiventral bien marqué, entraînant une symétrie bilatérale. Les organes sexuels sont portés soit à l'extrémité antérieure de la plante, soit dorsalement. La capsule du sporophyte est simple, sans columelle. Elle s'ouvre par 4 valves. Des zélatères se développent entre les spores et facilitent leur dissémination, c'est la dissémination des spores. Le gamétophyte porte des rhizoïdes unicellulaires. On distingue deux classes. On a les Marchantiopsida, hépatiques à talle complexe multistratifiée, et les Gingermaniopsida avec deux sous-classes, avec les deux sous-classes. Il s'agit des Metzgeridés et Gingermanidés. Pour la classe des Marchantiopsida, l'appareil végétatif est un thalle dépourvu de système conducteur. Une coupe transversale de Marchantia polymorpha montre une organisation des tissus en couches distinctes. Donc ici, on voit clairement sur cette photo, sur cette diapo, on voit clairement qu'il y a un début de structuration des tissus. On voit qu'il y a des structures, des tissus. Les tissus vont s'organiser pour donner une organisation structurelle ou bien tissulaire. Donc, euh, montre une organisation des tissus en couches distinctes. On distingue donc épiderme supérieur, voilà l'épiderme supérieur avec des pores qui s'ouvrent au-dessus de la chambre aérifère. Une couche dorsale chlorophyllienne ici, un parenchyme incolore renfermant des cellules gorgées d'oléochores, d'organes de réserve, une couche inférieure avec des cellules présentant des épaississements réticulés, un épiderme inférieur d'où s'échappent les rhizoïdes unicellulaires, on ne voit pas de ramification ici, et des écailles pluricellulaires. Donc ces écailles et ces rhizoïdes vont servir non seulement à fixer, comme les écailles vont servir à fixer au niveau du substrat, mais aussi à absorber de l'eau et des éléments nutritifs. Pour l'appareil reproducteur, donc les gamétanges sont sur des appendices dressés, comme on voit ici, en forme de palmier. Moi, je les appelle je les appelle euh, des palmiers, parce qu'ils ont la forme d'un palmier, donc ils sont dressés, portés sur la face supérieure. Donc, les gamétanges, ils sont portés sur la face supérieure du thalle. Donc, ce sont les anthérydiophores. Voilà. Derrière, c'est un anthérydiophore. On voit sur la partie supérieure les anthéridies. Les anthéridies qui vont porter les anthérydiospores. Voilà.
Ici, on parle d'une manière générale que les gamétanges ici, pour les marques antioxydants, sont sous forme dressée. Ils ressemblent à un petit palmier, d'accord? Et ils portent sur la face supérieure. Il est porté, hein, ces gamétons sont portés sur la face supérieure du thalme. Donc, on trouve soit les antiridiophores lorsqu'ils portent les antiridis, comme on voit ici. Donc, à la face supérieure de ces gamétanges, on voit les antiridis. Donc, tout ça est appelé un antiridiophore. Phore, en botanique, ça veut dire porter. Donc, il porte des antiridis, donc c'est un antiridiophore. Et on peut trouver aussi les archégoniophores. Donc, quelle est la différence entre les deux? Donc, l'antiridiophore comporte un pédoncule terminé par un disque, qu'on voit ici, ou chapeau, à 8 lobes. Quand on va compter les lobes, on va trouver 8. Donc, 8 lobes portant les antiridis sur sa face supérieure. Voilà. Dans des dépressions en forme de crypte. Voilà, les dépressions en forme de crypte. Maintenant, donc ça, on appelle ça un antiridiophore. Quand on a un archégoniophore, donc à la même structure générale que l'antiridiophore, mais ces lobes, en nombre de 9 cette fois-ci, sont plus profondes, découpées. Donc les archégones se développent sur la face inférieure. Haulik, notre archégoniophore, et cette fois-ci, les archégones sont portés sur la face inférieure du disque. Tout à l'heure, c'était sur la face supérieure du disque, et ici, chez les archégoniophores, sont portés, hein, au niveau des archégoniophores, les archégones sont portés sur la face inférieure du disque. Voilà la différence entre les deux. Donc, maintenant, on va passer aux bryophytes sens strict. On les appelle aussi les mousses. Pourquoi on les appelle les mousses? Pourquoi? Parce que euh, d'abord, ils se développent dans des zones humides, dans des zones où il y a beaucoup d'humidité. Et quand on dit d'humidité, on dit qu'il y a beaucoup d'eau. D'accord? Il y a beaucoup d'eau et ils se développent sur des surfaces. Par exemple, on peut les trouver au niveau des vieilles toitures de maisons. Ils forment comme si un tapis verdâtre, c'est les mousses. Donc, ce sont des espèces végétales de petite taille qui se développent sur tous les substrats. Donc, ils présentent un axe feuillé, comme on voit ici. Hein, ils présentent un axe feuillé portant des feuilles simples, disposées de façon hélicoïdale, forme d'hélice. Les feuilles ne portent pas de bourgeons à leurs aisselles. Le sporophyte, voilà, on voit ici le sporophyte, est constitué d'un pied inclus dans le gamétophyte. Donc souvent, on dit que le sporophyte est parasite temporaire du gamétophyte femelle. D'une soie, que vous voyez ici, c'est la soie, voilà, et d'une capsule que vous voyez ici. Cette capsule contient une columelle renfermant des spores. À l'intérieur, on trouve des spores. Bien sûr, cette capsule elle est protégée, etc., etc., etc. Donc, la germination de la spore produit un protonéma bien développé. Donc, caractère dérivé propre. Le sporophyte, il est chlorophyllien aussi. Hein. La déhiscence de la capsule se fait par un opercule ou des valves. Les rhizoïdes ici sont pluricellulaires, contrairement aux Marcanthuropsida où les rhizoïdes étaient unicellulaires. Pour l'anatomie, quand on fait une coupe transversale au niveau de l'axe feuillé, on va trouver, hein, donc certains bryophytes ici ont développé un système de conduction. Voilà, hein, donc la coupe transversale dans la tige de polytrique montre une incise superficielle et une incise de cellules à parois cellulosiques épaisses entourant un parenchyme chlorophylien et amylifère. Donc on voit ici une cellule, une couche de cellules de soutien. On voit une incise superficielle tout à fait à l'extérieur. Ensuite, une couche de cellules de soutien et par la suite, un cordon central qui contient les hydroïdes et les leptoïdes. Donc, les hydroïdes et les leptoïdes vont jouer le rôle de tissu conducteur. Donc, au centre, on trouve un cordon de cellules de petite taille allongé suivant l'axe de l'organe, à rôle à la fois de soutien et de conduction dans le cordon central. On distingue les hydroïdes, ce sont des cellules allongées à parois minces qui occupent le centre du cordon dans les tiges. Elles assurent la conduction de l'eau et des solutions de la base de la tige où les solutions sont prélevées par les rhizoïdes. Les leptoïdes, elles occupent de préférence la périphérie du cordon central. Ce sont également des cellules allongées à cloison terminale très inclinée et perforée
par de nombreux plasmodèsmes. Donc, les plasmodèsmes sont des ouvertures qui se trouvent entre les cellules. Elle assure la distribution des produits de la photosynthèse à l'intérieur de la plante. Voilà. Donc, les leptoïdes, pardon, elles présentent, elles ont un rôle de conduction de la sève, si vous voulez, de la sève élaborée. Donc, chez les mousses dépourvues de cordon central, l'approvisionnement en eau se fait par l'intermédiaire de toute la surface de l'appareil végétatif. N'oubliez pas ici qu'on est dans un groupe végétal qui est intermédiaire entre les espèces aquatiques et les espèces terrestres. Donc ici, on parle d'évolution. Donc ce sont des espèces qui ont commencé à coloniser la surface terrestre. Donc ils vont s'adapter à leur nouvel environnement. Et puis, on voit que ces groupes végétaux nécessitent pour son développement, pour sa croissance, pour son bien-être, si on peut employer ce terme, d'avoir une très grande quantité d'eau à sa disposition. Donc, la coupe transversale de la feuille de polytrique montre dans sa partie centrale des petites cellules étroites et allongées à parois minces simulant une nervure. Donc, si on va prendre une feuille, on va la mettre sous la mélamelle et on va l'observer au microscope, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer l'existence de cellules, de petites cellules qui sont très allongées et, c'est-à-dire ils sont agencées les unes à côté des autres pour simuler une nervure centrale. Donc, on dit que c'est les prémices de la nervure centrale, au niveau des feuilles. Donc, fonctionnement de la cellule apicale chez les bryophytes, c'est quoi une cellule apicale? La cellule apicale, c'est une cellule qui est présente au niveau de la tige des mousses, des bryophytes, et quand elle va, c'est une cellule tétraédrique, la cellule apicale, c'est une cellule tétraédrique de très grande taille qui se cloisonne parallèlement à ces trois faces internes. La face externe ne se cloisonne pas. Donc, son activité, donc les divisions sont régulièrement orientées successivement vers chacune des trois faces basales de la cellule et produisant ainsi des cellules dérivées, un segment disposé sur trois hélices. Voilà, donc c'est comme ça qu'il va y avoir une croissance en longueur de la tige. Sitôt mis en place, les segments se recloisonnent et produisent deux séries de cellules. Certaines sont à l'origine de l'émergence des feuilles, les autres dérivés segmentaires sont à l'origine de la tige. Donc, la cellule tétraédrique ou les cellules apicales va jouer le rôle d'un bourgeon terminal qui va assurer parfois, c'est-à-dire va assurer et la croissance de la tige en longueur et aussi la formation c'est-à-dire l'émergence de nouvelles feuilles. Donc, la cellule apicale joue donc un rôle organisateur important, c'est l'origine de toutes les cellules de la plante. Classification, donc au niveau de ces bryophytes au sens strict, on distingue trois classes. Donc, on a les sphingopsida, les andriopsida et les bryopsida, qui sont les mousses. Donc, les bryopsida, ce sont les vraies mousses. Le gamétophyte est un axe feuille à symétrie axiale. Les organes sexuels archégones et entéridés formés au sommet de l'axe et protégés ou entourés par une rosette de bractées. Ils sont protégés. Donc, on voit aussi que le sporophyte est constitué d'une soie et d'une capsule. Il se développe sur le gamétophyte. D'où on dit que le sporophyte est les parasites temporaires du gamétophyte femelle. Les caractères des dents de péristome, donc au niveau de la capsule, quand il va la capsule arriver à maturité, l'opercule va c'est-à-dire il va se détacher et l'opercule, il est rattaché à la capsule par des dents, on appelle ça des dents de péristome. Donc, les caractères des dents de péristome ne constituent plus de critères de classification. Cependant, ils peuvent servir dans l'identification des espèces. Les principaux ordres retenus ici, donc, on a les polytricales, les bryales, les funariles et les hypnales. Donc, les organes de reproduction, comme vous le voyez ici, on voit au sommet du gamétophyte, entouré par une rosette de bractées ou une rosette de feuilles, on voit ici que les organes de reproduction se développent entre les paraphyses au sommet des tiges, à l'intérieur d'un involucre de feuilles. Voilà. Donc, soit on trouve les entéridies, qui sont entourés par des feuilles, etc., soit les archégones, qui sont protégés aussi par des feuilles. Pardon? Donc, la fécondation, donc les entérozoïdes parviennent sur l'archégone
pénètre dans le col et l'un d'eux fusionne avec l'oosphère. La fécondation, elle est aquatique, donc elle est oogame. L'œuf ainsi formé se développe rapidement en embryon qui évolue sans phase de repos en un sporophyte. La pointe inférieure du sporophyte s'enfonce dans le sommet de la tige feuillée et forme un suçoir permettant l'absorption de l'eau et des substances minérales. Donc la partie moyenne constitue la soie, la partie supérieure porte le sporange ou capsule appelée sporogone. Ce qu'on voit ici, tout ça, c'est le sporogone. Voici pour le cycle de reproduction. Donc, nous avons ici un pied qui porte les antéridies et nous avons un pied ici qui porte les archégones. Donc, les antéridies, une fois arrivés à maturité, les entérozoïdes vont être libérés. Les entérozoïdes sont flagellés. Grâce à la présence d'une gouttelette d'eau, les entérozoïdes vont pénétrer à l'intérieur du col de l'archégone pour féconder l'oosphère. Une fois l'oosphère fécondé, il va former un embryon qui va se développer pour former notre sporophyte qui est constitué de soie, la coiffe qui protège le sporogone ou bien la capsule. Donc, une fois au niveau de la capsule, une fois les spores arrivés à maturité, ils vont être libérés. Donc voilà, ils vont être libérés. La spore va germer pour nous donner notre individu de départ. Et voilà, le cycle, il est bouclé. Sur cela, je vous souhaite très bonne continuation sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos. À la prochaine.